Meptoul, socio-anthropologue de la santé, professeur à l'université d'Oran II, directeur de l'unité de recherche en sciences sociales et santé. Ce qui est important, c'est de comprendre que les familles jouent un rôle important dans le domaine de la santé. Elles assurent un travail de santé quotidien très important au profit de leurs proches, mari, enfants, grand-mère, grand-père, etc., des institutions de santé et de la société. Et malheureusement, cette idée forte du travail de santé des mères invisibles non reconnues, il y a une négligence émise à la fois par les professionnels de la santé et les responsables des soins qui se manifeste par une absence de reconnaissance de la famille comme un espace de production de santé. Donc la famille est au centre des enjeux sociaux et politiques qui traversent à la fois la sphère privée et publique. Ce qui est important, c'est un double espace, tant dans les domiciles qu'à l'hôpital. Les familles sont contraintes d'assurer quotidiennement les actes de soins considérés à tort comme étant le sale boulot, alors qu'elles participent gratuitement à assurer le maintien et la reproduction du système de santé. C'est-à-dire que les femmes, on va les prendre comme des gardes-malades. Ce n'est pas un joli terme, les gardes-malades. Alors qu'elles investissent sur le plan affectif, elles investissent sur le plan cognitif, elles informent, elles jouent le rôle de médiatrice auprès des médecins, des infirmières. Donc, il y a tout un travail de santé qui est fait par ces familles. Concrètement, que font les familles? Les proches parents des malades, et particulièrement les femmes, sont en permanence confrontés à une variété de situations socio-sanitaires depuis les plus ordinaires. Protéger son enfant contre le froid, lui préparer un repas adéquat, le veiller toute la nuit en raison de la fièvre ou d'une hypoglycémie du fait de son diabète, jusqu'à l'hospitalisation qui impose la présence d'un proche parent auprès du malade. Le soutenir affectivement, informer l'infirmière quand la bouteille de sérum est vide, changer les draps, lui préparer les repas, voir des proches parents qui ont le même sang pour essayer de sauver le malade. Il y a aussi les examens complémentaires qui sont faits dans le privé. Donc, ce sont les familles qui vont prendre en charge la production de santé et prise en charge par les femmes. Alors, les femmes appréhendent cette production de santé comme un devoir qui s'imposerait à elles face aux dysfonctionnements de l'hôpital. Donc, cette production de santé n'est pas sans lien avec le rapport de genre, les rapports de sexe au sein de la famille, mais aussi dans les institutions de santé, qui vont naturaliser ce travail, considéré comme allant de soi, naturel, déléguer ce travail de santé aux femmes. Donc, c'est un travail déprécié par le personnel de santé. Les proches parents des malades vont déployer des compétences importantes, des compétences et des savoirs d'expérience pluriels qui contribuent à construire cet espace de production. Les personnes concernées sont les enfants ou les conjoints, le grand-père ou la grand-mère âgée contrainte de vivre avec ses enfants. Donc, on est bien dans une sorte d'invisibilité de ce travail de santé peu reconnu, mais il est peu reconnu, mais il est approprié naturellement, entre guillemets, comme allant de soi par les responsables de l'hôpital et l'État. Pourquoi? Parce que cela leur permet de limiter le recrutement en engageant des femmes qui vont être proches du malade, de leur famille malade. Ils ne recrutent pas. Ils délèguent tout le sale boulot, nettoyer le corps du malade, le forcer à manger, lui donner son traitement, le veiller toute la nuit. Une personne invisible, ce sont les parents qui exercent à la marge de l'hôpital, mais aussi des hommes au sein des familles, sont peu concernés par ce travail de santé. Donc, à contrario, alors là aussi, on a, à contrario, le discours dominant des pouvoirs publics, c'est de dire que les familles sont des consommatrices de soins, uniquement des consommatrices de soins, inconscientes, pratiquant, entre guillemets, pratiquant à l'excès l'automédication, des soins des familles, peu disciplinées, peu respectueuses des normes médicales. Alors, le silence serait alors de rigueur sur cette dynamique profane que le sociologue dévoile, met en œuvre, pourtant vitale, pour que l'hôpital et la famille puissent se reproduire à l'identique, occultant la famille comme un acteur incontournable des soins. L'éducation de la santé, aujourd'hui, est réalisée de façon très paternaliste avec les malades, de façon très, parfois violente, elle est faite violemment autour du médicament. C'est le médicament qui est au cœur de la relation médecin, malade et professionnel de la santé.
Or, il n'est pas question pour les professionnels de la santé d'écouter ce que font les familles, ce qu'ils savent sur la maladie, sur l'histoire du malade. Je crois que c'est important de dire que les médecins peuvent apprendre beaucoup dans l'éducation avec les malades et pour les malades. Et ce dialogue est bloqué, ce dialogue dialogique, au fond, est bloqué dans une sorte d'asymétrie. Le médecin, il a le statut d'entrepreneur moral. Il va donner des leçons aux malades. Il est le maître de séance et c'est lui qui va donner des leçons. Donc, toute l'éducation, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, sur le plan épistémologique, de dire, attention, l'éducation, les savoirs sont aussi au cœur de la société. Si on regarde bien, les savoirs sont là, mais malheureusement, on est dans une hiérarchisation très forte où le diplôme, la compétence de droit, prime sur la compétence de fait. La santé communautaire, c'est aussi des échanges extrêmement importants dans le quartier. Il y a une acculturation au savoir médical. La pandémie a mis à nu de façon radicale, de façon extrême, la gestion de la pandémie. C'est une gestion sécuritaire, une gestion patrirale, toujours dans cette idée de violence symbolique, il faut faire ça, il faut faire ci. Et l'étude que nous avons faite, c'est vraiment un livre, une enquête, une grosse enquête dans les quartiers d'Oran sur comment les familles perçoivent la pandémie, comment a été gérée. L'ordre politique et les policiers qui vont gérer, ça montre les limites fortes face à la société. Parce que la société, cette gestion, elle est antinomique, elle est contradictoire avec une société qui est loin d'être une cruche vide qu'on remplit de connaissances et d'attitudes. La société, elle n'est pas chosifiée. Les gens ont un horizon d'attente. Là, cet horizon d'attente de la société est totalement bafoué, négligé, pour mettre en avant les seules strictes normes médicales qui deviennent dominantes, hégémoniques. On a biologisé le corps des gens, alors que le corps, c'est un corps social aussi. Voici un extrait d'entretien. On nous donne des ordres, c'est tout. Un jour, vous pouvez sortir. 2 semaines plus tard, ne sortez pas. Il n'y avait pas de dialogue avec la population, alors qu'elle demande qu'à être écoutée. Alors, le deuxième aspect que l'enquête révèle, c'est le faible ancrage des pouvoirs locaux dans et pour la société. Vous observez Oran, j'ai observé, j'allais dans les quartiers, le laisser-aller, le marché informel, les gens qui se baladaient sans masque, les gens étaient là. Il n'y avait aucune précaution prise par les institutions locales pour essayer de changer l'ordre de vie des gens. On moralise les gens, mais on ne change pas l'ordre de vie. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de délibération avec les gens. On donne délégation aux forces de l'ordre de gérer la pandémie. Alors voilà l'extrait d'entretien qui me semble très important. C'est de la chasse et non de la sensibilisation. Écoute, pour moi, la sensibilisation, c'est de l'éducation. Donc, ce n'est pas la police qui sort et qui dit aux gens de rentrer chez eux. Ils chassent les gens sans leur expliquer. Et ça aboutit à un troisième élément qui est le plus fondamental, à mon avis, c'est la crise de confiance. Et quand vous avez une crise de confiance, les gens ne croient plus en rien. Les gens vont bifurquer, vont détourner les mesures les mesures sanitaires prônées par le pouvoir. Hein. Vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas appliquer. Alors voici un extrait d'entretien. On nous prend trop pour des enfants, alors qu'on peut prendre des décisions. Alors c'est évident que le peuple se rebelle, n'y croit pas et n'applique pas les mesures. Le système politique s'est résolument orienté depuis 30 ans vers un modèle curatif dominant et centralisé. Hein. Et qu'on a un système d'injonction administrative. Ce sont des circulaires qui vont gérer le système de soins, des circulaires, des notes de services, etc., hein, occultant toute la prévention de proximité. C'est une activité résiduelle, peu valorisée, valorisante du système de soins qui donne sens aux spécialistes. Et les médecins généralistes sont dans une logique de fonctionnalisation. Ils ne sont pas réellement des médecins de santé publique, ils sont fonctionnaires de l'État. Voilà. L'hospitalocentrisme reste très puissant, structurellement très puissant. Moi, il me semble que la crise, c'est tellement décrit qu'il est possible que le changement peut se faire. La crise est une opportunité politique, sociale, économique pour permettre le changement. Mais malheureusement, on a géré la crise de façon telle que le système se reproduise. Si on a vécu des moments formidables en Algérie, avec le Hirak, le mouvement social, ça a été, pour un sociologue, ça a été fabuleux. C'est-à-dire que les gens étaient mobilisés. Et malheureusement, le mouvement ne s'est pas arrêté de lui-même. C'est la répression qui a arrêté le mouvement. Ils étaient là, ils marchaient dans l'espace public.
Donc la mobilisation qui est réelle, mais malheureusement, la répression a fait qu'aujourd'hui, c'est risqué de marcher, voilà, de se mobiliser.